Bien, merci Régis. Donc, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'introduire ce soir, en quelques mots, la conférence de notre nouvel invité, Dominique Schnapper, avec qui nous allons peut-être entendre ce soir souffler l'esprit. Même si je laisse à chacun d'entre vous la liberté... Avec un petit E, bon, on va voir. Même si je laisse à chacun d'entre vous la liberté de croire ou de ne pas croire en ses forces. L'esprit, ou disons le fantôme, l'illustre fantôme, en compagnie de qui Dominique Schnapper a écrit son ouvrage « L'esprit démocratique des lois », qui est le livre qui tient lieu de support ce soir pour la conférence que nous allons entendre. Ce fantôme n'est autre que Montesquieu. Montesquieu, au XVIIIe siècle, l'auteur de L'Esprit des lois, avait fixé les conditions sans le respect desquelles la démocratie risque de se corrompre, est susceptible même de se nier. Il fallait, écrivait-il, veiller à ne pas sacrifier le respect des lois et de l'intérêt public sur l'autel de nos propres intérêts égoïstes. Autrement dit, à la vertu républicaine ou citoyenne, Montesquieu avait opposé le vice de la démocratie qu'il qualifiait d'extrême. Démocratie extrême, c'est un terme que lui-même avait inventé, et tout l'apport du travail de Dominique Schnapper consiste à présenter cette menace de la démocratie extrême comme inhérente à la démocratie elle-même. Autrement dit, comme le fruit potentiel ou le germe de sa propre dynamique. Autrement dit, la démocratie en elle-même contiendrait en son sein le germe de sa propre radicalisation au risque de se déliter, au risque de se corrompre. Bien. Alors c'est la raison pour laquelle le thème de cette soirée sera davantage abordé sous le signe de l'évolution que sous les auspices de la révolution. Cette évolution du principe démocratique, dont Dominique Schnapper redoute qu'il ne se corrompe, s'analyse en une forme d'extension, extension des droits, extension des libertés, et vous avez forgé dans un ouvrage antérieur le concept de démocratie providentielle, pour mieux désigner cette tendance, ce tropisme, auquel la démocratie obéit de façon irrésistible. Et quel est ce tropisme? Quelle est cette inclination? C'est une inclination au terme de laquelle les hommes, en démocratie, aspirent toujours à davantage de démocratie, à davantage de droits, à davantage de revendications, à davantage d'égalité, comme l'avait d'ailleurs, au demeurant, souligné Alexis de Tocqueville, dont vos travaux sont parfois inspirés, alors un autre fantôme, un autre illustre fantôme, et dont vos travaux s'inspirent, et fantôme dont je précise que Raymond Aron, votre père, avait exhumé l'œuvre dans les années 80, cette œuvre qui était restée dans l'oubli. Autrement dit, Raymond Aron est un petit peu, ou 60, Raymond Aron est un petit peu à Tocqueville ce que Robert Halévy, je crois, ou en tout cas Deleuze, fut à Nietzsche. C'est quelqu'un qui a exhumé les œuvres d'un grand auteur dont on avait totalement oublié les travaux. L'esprit démocratique des lois, eh bien, je dirais que c'est le parachèvement de votre travail qui a été entamé de longue date. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages célèbres sur la citoyenneté, sur l'intégration, sur l'idée moderne de nation. Et vous vous interrogez depuis longtemps, notamment après avoir siégé en 1987 dans la commission Marsolon sur la réforme du droit de la nationalité, vous vous interrogez sur la manière de concevoir le lien entre les hommes au sein d'une société pourtant atomisée, constituée de citoyens abstraits et conçue par la philosophie des Lumières, qui est une philosophie rationaliste, conçue comme égaux, isolés les uns des autres, libérés de leur livret et de toute attache communautaire caractéristique des sociétés traditionnelles qui sont maintenant derrière nous.
Autrement dit, la question qui est au cœur de votre travail depuis longtemps, c'est la suivante: comment unir les hommes et les femmes dans des sociétés dont le principe est la souveraineté de l'individu? Comment dessiner la figure du citoyen? C'est le programme d'une importante réflexion dont l'esprit démocratique des lois semble être l'aboutissement, pour donner naissance au concept d'homo democraticus, qui est un concept que vous nous proposez, à côté de celui d'homo economicus, qui avait été forgé par les économistes. Alors je parle des économistes, mais je devrais aussi parler des juristes, parce que je crois que c'est eux, les juristes, auprès desquels la sociologue que vous êtes avait une audience particulière. C'est peut-être la raison pour laquelle le comité scientifique m'a aimablement proposé d'ouvrir la soirée, présidée par Michel Miaille. Vous avez en effet été membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010, et votre expérience au sein de cette noble institution qui est garante de l'état de droit, vous en avez fait un livre. Cette expérience vous a conduite à écrire un livre qui s'intitule Une sociologue au Conseil constitutionnel, livre dans lequel vous n'avez pas, contre la tendance, le tropisme auquel vous auriez pu céder en tant que sociologue, dans lequel vous n'avez pas désacralisé l'institution, ce qu'auraient peut-être fait des sociologues de tendance bourdieusienne. Vous y avez repéré ce qu'on pourrait appeler une transcendance. Le mot est un peu pompeux, je dirais peut-être une continuité de la jurisprudence, garante de la rationalité des décisions des juges, comme vous voyez peut-être, alors sans utiliser le terme, j'en conviens, nous en avions déjà discuté auparavant, comme vous voyez peut-être une transcendance républicaine sans laquelle la démocratie pourrait perdre la raison au profit de l'individu et au détriment du citoyen. Alors, et j'en terminerai là avant de vous céder le micro, au lendemain des attentats terroristes qui ont frappé la capitale au mois de janvier, et tandis qu'une tendance se dessine chez certains intellectuels, notamment à gauche, alors des intellectuels qui ne sont pas pseudo, et tendance qui consiste à délégitimer cet esprit du 11 janvier. L'esprit du 11 janvier serait en fait une sorte de... une émotion hystérique, une hystérie émotionnelle passagère, une usurpation, une imposture. Eh bien, je crois que contre cette tendance, il faut peut-être lire ou relire L'esprit démocratique des lois, qui est paru avant les événements, qui est paru l'année dernière, en commençant peut-être, comme je vous y invite ce soir, à écouter son auteur nous en parler. Voilà, donc je m'éclipse aussitôt et je reviens ensuite vers vous pour lancer la discussion. Merci. Nathalie Hennig, qui est venue la semaine dernière, m'a dit « Ils sont extrêmement sympathiques, mais l'endroit est très impressionnant. » Alors, je confirme l'impression de chaleur et de sympathie, mais aussi le caractère impressionnant de cette salle qui me conduit donc à vous parler debout pour essayer d'être digne de la solennité de l'endroit. Alexandre Viala a parlé tellement bien de mon projet que, d'une certaine façon, je pourrais m'arrêter là et dire qu'il vous a dit l'essentiel, que tout est dit et que finalement, il a peut-être compris mon travail mieux que je ne l'ai compris moi-même. Donc, je remercie beaucoup, non pas de la présentation, mais du fait d'avoir lu et d'avoir lu avec autant de sympathie ce travail. Et en effet, comme il a eu la gentillesse de le rappeler, ce dernier livre prend la... Alors, dernier, j'espère que ça veut dire le dernier publié et non pas le dernier for good. C'est toujours un petit peu... L'ambiguïté soulève toujours cette question. Et donc, que ce dernier livre est la suite de maintenant 25 ans de réflexion autour des problèmes successivement de l'intégration de la France, livre qui était issu de mon expérience à la Commission de la nationalité, puis de la réflexion sur les formes nouvelles de la citoyenneté autour de la communauté des citoyens,
puis d'autres travaux autour. Et celui-là essaye de synthétiser ces réflexions d'une manière un petit peu anthropologique, en me coulant avec modestie, je vous rassure tout de suite. Je ne me prends ni pour Montesquieu ni pour Tocqueville, mais simplement en essayant de prolonger modestement, c'est-à-dire en sociologue, à partir de la connaissance de notre société. La seule supériorité qu'on puisse avoir sur Tocqueville et Montesquieu, c'est d'avoir connu la suite de l'histoire qu'ils n'ont pas connue. C'est tout. Par ailleurs, on ne peut que modestement essayer de prolonger et de n'être pas totalement indigne de leurs propos sur la démocratie, mais évidemment... Nous disposons de 150 ou 200 années d'expérience démocratique de plus que ce qui permet de poser à nouveau les problèmes qu'ils posaient avant de bénéficier de la même expérience historique que nous. Donc, je vais essayer de vous présenter les thèmes essentiels qui sont encore une fois le produit d'un travail qui remonte à un quart de siècle. Je suis donc partie de l'idée d'un ordre démocratique qui repose sur un principe d'inclusion des hommes et des femmes, pour être à la mode, dans une même organisation politique dont la vocation est universelle. C'est l'idée des Lumières, d'où est partie l'idée de citoyenneté. Il est fondé donc de cette idée, qui est issue de l'inspiration des Lumières, que la raison, elle, est commune à tous les êtres humains, contrairement aux religions. L'idée que les religions étant différentes suscite les conflits entre les êtres humains, tandis que l'appel à la raison, qui est commune à tous, étant commune à tous, est une manière d'intégrer les hommes et sur la valeur de la liberté. Et pour la comprendre dans toutes ses dimensions, je crois qu'il ne faut pas oublier que, quelles que soient ses fragilités et ses dévoiements, c'est un projet d'émancipation des êtres humains. Les sociétés, il faut tenir compte, avant de passer à toutes les réflexions et critiques et les inquiétudes ou les interrogations dont je ne vous ferai pas, il ne faut pas oublier que les sociétés démocratiques sont les plus libres, les plus tolérantes, les plus riches et les moins inégales qu'on ait connues dans l'histoire. Cela dit, ce sont des régimes essentiellement fragiles parce qu'ils reposent sur un principe de renversement du monde social, le monde social tel que nous en faisons quotidiennement l'expérience. En effet, nous faisons quotidiennement l'expérience de toutes les formes d'inégalité et toutes les formes par lesquelles les plus forts dominent les plus faibles. Or, le principe de la citoyenneté, celui qui fonde l'ordre démocratique, affirme l'égalité civile, juridique et politique de tous ses membres, alors que, bien entendu, ceux-ci sont à la fois divers par leurs origines ethniques, divers par leurs convictions et leurs pratiques religieuses, et inégaux à la fois par leurs capacités et par leurs conditions sociales d'existence. Et donc, l'ordre démocratique oppose un principe abstrait, celui de la citoyenneté, à une expérience quotidienne, l'expérience sociale que nous faisons tous de la vie sociale, une vie sociale dans laquelle, d'une part, chaque individu est différent des autres, et pour reprendre une expression critique fameuse et juste, certains sont plus égaux que d'autres, ce qui est vrai. L'ordre démocratique, donc, repose sur l'idée que doivent être, on peut discuter du terme de transcender, donc je laisserai à la discussion, mais en tout cas, disons, transcender les croyances religieuses, ce qui veut dire, dans un sens le plus modeste, qui veut dire on est également citoyen, quelle que soit sa conviction et sa pratique religieuse, ou son absence de conviction et de pratique religieuse. C'est un principe fondateur de l'ordre démocratique, et dans ce sens-là, on peut dire qu'il transcende
les croyances religieuses. Or, les croyances religieuses, selon l'étymologie même du terme, relient les hommes, et l'ordre démocratique transcende ces croyances, ainsi que toutes les formes d'affiliation ou de fidélité à des collectivités historiques particulières, au nom, donc, de la citoyenneté qui est de nature juridique et rationnelle et politique. Alors, ces fidélités ou ces croyances, ces affiliations, les unes religieuses, les autres ethniques, sont vaincues par les individus comme étant spontanés, directs, naturels, alors que le lien de la citoyenneté, dans la mesure où il est justement juridique et politique, pourrait apparaître ou peut apparaître artificiel. En effet, la démocratie implique que soient intériorisées par tous les membres de la société les valeurs démocratiques qu'on peut synthétiser par le fait que, par-delà les différences et les inégalités, tous les citoyens ont une égale dignité et qu'en fonction de cette égale dignité fondatrice, ontologique ou anthropologique, ils doivent être traités également et qu'ils ont un droit égal à participer à la vie collective et en particulier à la vie publique. Alors, à partir de ce principe très abstrait, mais dont les conséquences concrètes sont bien concrètes, on peut comprendre, me semble-t-il, que l'ordre démocratique est spécialement fragile et qu'il est soumis à un double risque, celui de ne pas être assez démocratique et celui d'être trop démocratique. Et c'est cette inquiétude sur l'avenir de la démocratie qui a suscité dans le discours de Montesquieu ce terme d'extrême, comme l'a dit Alexandre, j'ai repris à mon compte en citant, bien entendu. Les démocraties risquent de se corrompre, soit par la négation de leurs principes, c'est-à-dire de ne pas être assez démocratiques, soit par l'exagération de leurs principes, en voulant être trop démocratique, en ne comprenant pas ou en ne sentant plus les limites de la démocratie, en d'autres termes, soit par leurs manquements, soit par leurs excès. Alors, sur les manquements, aussi bien la littérature sociologique que l'air du temps ont beaucoup insisté. Ces manquements, ils sont évidents, donc j'en parlerai plus rapidement, non pas parce qu'ils sont négligeables, bien entendu, mais parce qu'ils sont bien connus. Et j'insisterai plutôt sur le risque des excès, qui, je crois, est moins développé dans la réflexion. Alors, je mentionnerai les manquements essentiels qui ont été révélés par l'histoire et dont j'ai pu traiter d'ailleurs dans d'autres travaux. Le premier manquement historique, c'est qu'à la suite de leur découverte du monde fini, de leur supériorité technique pendant plusieurs siècles, les Européens ont initié dans certains cas et poursuivi dans d'autres cas la formation d'une société coloniale, de sociétés coloniales au pluriel, dont l'organisation était directement contradictoire avec leurs propres principes, puisqu'elles étaient fondées sur l'existence et la légitimité proclamée, défendue, explicitée, de statuts civils, juridiques et politiques différents et inégaux à l'intérieur de la même société. Alors, sur les sociétés coloniales, on peut porter des jugements moraux et politiques d'ordre différent. Mais je pense que l'essentiel, c'est cette contradiction logique qu'il y avait à créer pour des démocraties des sociétés avec d'un double ou un triple, selon les cas, statut. Et la meilleure preuve en est que les colonisés ont su utiliser cette contradiction pour revendiquer l'égalité et ensuite l'indépendance au nom des principes démocratiques eux-mêmes dont les colonisateurs se réclamaient et qu'ils n'appliquaient pas eux-mêmes dans leur propre colonie. Donc c'est historiquement un des manquements dans l'histoire démocratique.
Un autre manquement est illustré par le cas des États-Unis, dont nous savons, Tocqueville nous l'a dit, mais on le savait, on a tiré plutôt toutes les conséquences, mais nous le savions. Donc c'est une société démocratique par excellence, puisque contrairement aux sociétés européennes, elle est née sous forme démocratique, elle n'est pas devenue démocratique. Or, nous connaissons tous la longue histoire de l'esclavage, et puis après l'émancipation juridique, l'histoire de la marginalisation sociale des descendants réels ou supposés des esclaves transportés d'Afrique. L'ordre racial qui fait partie de l'histoire américaine et que même l'élection d'un premier président noir n'a pas totalement évacué, et les enquêtes et l'expérience des États-Unis le montrent, montre aussi que même dans ce pays démocratique par excellence, les principes démocratiques ne s'imposent qu'avec difficulté. Autre exemple, évidemment, c'est les formes toujours renouvelées ou recyclées de l'antisémitisme dans les pays européens comme dans les nations créées dans le monde entier par les Européens, qui donnent une autre illustration des manquements à la démocratie. Les Juifs qui au temps des nationalismes, furent des citoyens loyaux, souvent enthousiastes, furent toujours accusés de n'être pas de vrais Français ou d'être des Français de papier, de vrais Italiens ou de vrais Hongrois, sans même évoquer les périodes noires où ils furent discriminés ou persécutés. Enfin, on peut, parce que c'est vrai, et aussi que ça fait écho à des problèmes actuels, analyser l'exclusion de fait des femmes de la vie publique jusqu'à une date récente et la réticence avec laquelle elles continuent aujourd'hui à être accueillies dans le monde politique. Il faut dire que la France fait partie des pays où c'est le plus difficile. Et aussi bien Mme Thatcher que Mme Merkel continuent à être perçues comme des exceptions. Et pourtant, elles ne font que prendre la suite de la reine Élisabeth du XVIe siècle ou de la tsarine Catherine de Russie au XVIIIe siècle, qui n'ont pas attendu la démocratie pour exercer le pouvoir. Et depuis la démocratie, on a l'impression que ça n'est pas plus facile pour les femmes de participer également à la vie publique. Il semble que l'effet des idées démocratiques se heurtent, dans ce cas, à des préjugés, à des formes de jugement profondément enracinées, qui semblent sinon interdire, du moins ralentir l'application des principes démocratiques. Il faut terminer sur les manquements en évoquant les inégalités sociales qui se perpétuent, alors même que l'aspiration à l'égalité des situations sociales est intimement liée, j'y viendrai tout à l'heure, à l'égalité juridique et politique. Et pourtant, les inégalités, si elles sont moins grandes que dans toute autre forme de société, se maintiennent et, selon nos collègues économistes, se renouvellent. Donc, pour finir sur les manquements et pour le dire en termes plus généraux, la démocratie est une utopie créatrice qui invoque des principes qui sont impossibles à appliquer tels quels, la liberté et l'égalité de tous, en sorte que les critiques sont toujours justifiées lorsqu'on compare les réalités sociales telles qu'on peut les observer, telles qu'on peut les vivre, aux principes dont les démocrates se réclament. C'est là à la fois une source de faiblesse et une source d'inquiétude. Et donc j'insisterai plus longuement sur les excès ou les exagérations et les risques que comportent ces excès et ces exagérations. Manquement d'un côté, donc, que j'ai évoqué, et exagération de l'autre, que je vais développer maintenant, ne sont d'ailleurs pas en opposition. Ils s'influencent réciproquement, ils coexistent et éventuellement ils se renforcent les uns les autres, tant les démocraties sont des régimes aussi improbables que fragiles.
Je voudrais donc développer l'idée que les démocraties risquent de se corrompre. Je prends corrompre au sens de Montesquieu, vous l'avez compris, d'ailleurs Alexandre l'a déjà mentionné, risquent de se comprendre quand elles deviennent excessives ou trop, ce qu'on peut appeler trop démocratiques. Donc pour analyser ces risques de dérive, j'ai mobilisé le cadre analytique de Montesquieu, son concept de corruption des régimes politiques, selon lequel, selon ce qu'il a avancé, que tout régime politique risque de se corrompre lorsque les hommes ne se conduisent plus selon le principe qui l'organise. Or, le principe de la République est selon lui ce qu'il appelle la vertu, c'est-à-dire l'amour des lois et de la patrie, entre guillemets, ce qui signifie que les individus doivent manifester, j'ouvre les guillemets, la préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, fermez les guillemets. Et donc, si on suit Montesquieu, on peut s'interroger ce qui, dans nos sociétés à la fois individualistes et riches, ce qui reste d'une préférence pour l'intérêt public aux dépens des intérêts des individus, c'est-à-dire, dans les termes de Montesquieu, de la vertu nécessaire à la République. Or, comme vous savez, nos amis anglophones disent volontiers « not in my courtyard », c'est-à-dire pour décrire la réaction de tous ceux qui refusent qu'on installe près d'eux une antenne qui doit servir à des milliers de personnes, c'est-à-dire qui ne souhaitent pas que l'intérêt collectif puisse mordre d'une façon ou d'une autre sur leurs propres intérêts. Alors c'est cette interrogation sur laquelle je vais essayer de vous présenter quelques réflexions. Je voudrais partir d'une proposition simple. La légitimité de la communauté des citoyens repose sur l'autonomie, la liberté et l'égalité des individus citoyens. Ces principes qui fondent l'ordre démocratique risquent d'être dévoyés si les individus, si les êtres humains perdent le sens des limites et des bornes de la vie collective et même de la condition humaine. Or, ce que je propose d'appeler l'homo democraticus sur le modèle de l'homo economicus risque de céder à la tentation de l'illimité, c'est-à-dire de la non-reconnaissance des limites, ce que les Grecs avaient déjà perçu. Pour ceux d'entre nous qui sommes d'une génération nous avons encore fait du grec, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient l'hubris, dont j'ai été obligée, pour des étudiants de Master 2, d'expliquer ce que c'était. Cette tentation s'est étendue progressivement, cette tentation de l'illimité s'est étendue progressivement à tous les domaines de la vie collective et personnelle. Or, si cette tentation venait à ne plus être contrôlée par la raison et par les institutions, elle remettrait en question le principe même de la démocratie ou de la vertu nécessaire à la démocratie. Or, il existe une triple dynamique qui risque de conduire les hommes à céder à la tentation de l'hubris, de l'absence de la tentation de l'illimité, et à dériver vers une démocratie extrême, toujours pour garder le même vocabulaire. C'est la dynamique de la science, la dynamique du capitalisme et la dynamique de la démocratie. Je vais citer la première, qui est la dynamique de la science, qui pose qu'aucune limite ne peut être apportée à l'effort de comprendre. L'homo democraticus entretient le projet de maîtriser le monde par la science. C'est comme ça que Lévi-Strauss définissait les sociétés modernes. L'esprit critique, qui est au fondement de l'esprit scientifique, est fondé sur la conviction qu'il n'existe pas de borne intrinsèque au développement de la connaissance. Donc c'est une première dynamique qui ne comporte en tant que telle aucune limite. La deuxième dynamique, c'est celle du capitalisme, qui vise à produire toujours plus de biens et toujours plus de services, d'une manière toujours plus efficace, donc toujours plus rapide. Je n'insiste pas là-dessus parce que la critique du capitalisme est bien répandue et que nous savons que le capitalisme est entraîné dans un mouvement qui ne comporte pas de fin intrinsèque pour accroître les biens et les services qui sont produits et mis à la disposition de la population.
Alors c'est la troisième dynamique, la dynamique démocratique, dont j'ai traité dans ce livre et dont je vais vous donner quelques idées, et en essayant de vous montrer la manière dont, si elle devenait excessive, elle pourrait trahir les principes mêmes qui la fondent. En effet, étant donné sa vocation universelle, la démocratie ne comporte en tant que telle pas de limite intrinsèque. La démocratie moderne, telle que nous la connaissons en Europe de l'Ouest ou en Amérique, en Australie, risque toujours de ne plus être ce que Montesquieu appelait une démocratie réglée, c'est-à-dire comportant des règles, c'est-à-dire des limites, mais une démocratie extrême. Car il est de la nature de la dynamique démocratique de se diffuser hors de son domaine propre, qui est le domaine juridique et politique, et de s'étendre à tous les secteurs de la vie sociale, jusqu'aux relations les plus intimes, c'est-à-dire les relations entre les personnes, les relations familiales qui sont transformées par la dynamique démocratique elle-même. Et donc, sous l'effet de cette dynamique, la démocratie risque de se corrompre en devenant extrême. Si elle n'était pas contrôlée, pour revenir aux trois caractéristiques, l'autonomie pourrait se corrompre en indépendance, la liberté pourrait se corrompre en licence, et l'égalité pourrait se corrompre en indistinction. Je vais reprendre ces trois termes. L'autonomie, donc, qui pourrait, si la démocratie ne respectait plus ses propres limites, se transformer en indépendance. La proposition sur l'autonomie s'inscrit dans la tradition philosophique qui date des Grecs, selon laquelle l'autonomie ne consiste pas à céder aux caprices individuels du moment. L'individu citoyen moderne, et c'était dans l'idée d'émancipation des Lumières, a été libéré des déterminations familiales et communautaires. Mais ce détachement par rapport aux déterminations familiales et communautaires n'a de sens, et ne garde pleinement son sens surtout, que s'il se conjugue avec des attachements et des engagements librement choisis et respectés. L'autonomie ne signifie pas le refus de toute dépendance et le refus de toute contrainte. La liberté ne peut se déployer qu'à l'intérieur des règles communes et grâce à ces règles. C'est, encore une fois, rappeler la tradition de la philosophie politique de Locke à Kant et Rousseau. Il faut donc garder cette distinction entre l'autonomie, qui est le fondement de la légitimité de la communauté des citoyens, d'un côté, et l'indépendance de l'autre, en d'autres termes, entre le sujet et l'individu. L'indépendance, à savoir la volonté de l'individu de faire ce que lui dicte son caprice et ses intérêts du moment, ne se confond pas avec l'autonomie, c'est-à-dire avec la volonté du sujet de maîtriser son action au nom de normes et de principes universels qui doivent être d'autant plus respectés qu'ils sont librement élaborés et librement critiqués. Or, ce qu'on peut appeler la promesse républicaine, plutôt que la transcendance républicaine, que je ne prends pas à mon compte, repose précisément sur cette distinction entre l'autonomie et l'indépendance. Si l'autonomie se transformait en refus de toute dépendance, de tout attachement, de tout engagement, la démocratie extrême ne pourrait plus assurer aux individus la protection qu'offrent les institutions, les routines et les évidences partagées qui font que, par-delà toutes nos différences, nous partageons un monde commun. Ce sont ces institutions, ces routines, ces évidences partagées qui nourrissent la confiance réciproque des individus et qui sont nécessaires pour tisser entre tous les individus qui forment une société ce que Marcel Mauss appelait ces nombreux liens invisibles qui permettent de répondre aux attentes des individus dans la vie collective.
S'il n'y a pas une reconnaissance institutionnelle des droits d'autrui, il n'y a pas de liberté. Le contrôle que les institutions exercent sur les individus permet donc que la République, c'est-à-dire ce que nous appelons la démocratie, soit réglée, qu'elle ne soit pas extrême, qu'elle demeure fondée sur l'autonomie des individus et qu'elle ne soit pas remise en cause par l'attachement premier et exclusif des individus à leur propre indépendance. Parce que s'ils n'investissent que dans leur propre indépendance, ils ne seraient pas conformes à la vertu définie par Montesquieu, principe de la République, c'est-à-dire manifester la préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre. Alors on ne peut pas demander aux individus de manifester continuellement leur intérêt public aux dépens du leur, mais s'ils ne le manifestaient jamais, à aucun moment, on serait proche de la corruption du régime démocratique. J'en viens à la liberté. La liberté deviendrait licence si elle ne s'exerçait plus à travers le respect des institutions qui l'organisent. Étant profondément universaliste, je pense que tous les peuples ont une aspiration à la liberté politique. Et j'en prendrai dans les exemples récents aussi bien l'exemple plus ancien des dissidents soviétiques, l'exemple actuel des dissidents chinois ou les peuples de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Mais s'ils ont une aspiration qui me paraît naturelle à la liberté politique, ils ont aussi besoin de temps et d'éducation pour apprendre à créer, à respecter les institutions qui rendent cette aspiration effective. Il ne suffit pas d'avoir l'aspiration à la liberté. Il faut savoir que la liberté devient effective lorsqu'elle peut s'exprimer à travers des institutions légitimes. Alors évidemment, l'acte révolutionnaire vers la liberté est plus facile et plus romantique, plus attirant que le respect quotidien des pratiques de l'état de droit qui apparaissent évidemment à l'homo democraticus comme formelles, rituelles et lentes, ce qui est contraire à l'éthos le plus récent. Mais la nécessité et la durée de l'apprentissage sont des conditions de la démocratie. Et aussi bien l'exemple de la naissance de la démocratie dans l'histoire française ou en Italie ou en Allemagne l'illustre. Il a fallu, dans tous les cas, soit du temps, plus d'un siècle en France, soit des grandes guerres ou des grandes catastrophes pour que les peuples démocratiques de l'Europe d'aujourd'hui aient appris à créer et à respecter des institutions qui donnent un sens concret et non pas théorique à l'idée de liberté. Il faut du temps parce que la démocratie est le contraire de naturel. Il faut donc une éducation longue pour apprendre à la pratiquer, ce qui explique le sens profond de l'éducation dans nos pays et les conflits auxquels elle donne lieu. Parce que la démocratie repose sur l'idée du renversement du monde social, c'est-à-dire l'idée de l'égalité politique de personnes, de conditions et de capacités inégales, ce qui est évidemment n'est pas spontané ni naturel, comme c'est un sentiment qu'il faut élaborer et éduquer. Elle repose aussi sur un principe de séparation du politique et du religieux, on a déjà évoqué, avec des formes diverses selon des pays, mais ce principe de séparation est fondateur de l'ordre démocratique, ce qui ne veut pas dire que la forme française, par exemple, soit en quoi que ce soit un modèle. C'est la forme que l'histoire de France a donnée à un principe général de toutes les démocraties, qui est la séparation du politique et du religieux. Séparation des pouvoirs, évidemment, puisque nous sommes dans Montesquieu. Séparation qui est plus difficile, qui est moins évidente, séparation des institutions et des personnes qui les ont en charge. Régulièrement, des maires de l'opposition se demandent s'ils doivent accueillir le président de la République. Il est évident qu'ils doivent accueillir le président de la République par respect pour la fonction, indépendamment de ce qu'ils peuvent penser de la personnalité de celui qui l'occupe à titre provisoire, puisqu'il est de toute façon soumis à réélection. Tout ça n'est pas spontané, puisque
même ce qu'on appelle maintenant des bac plus 5, c'est-à-dire certains de mes collègues s'interrogeaient sur ce point. Donc, il faut du temps pour que la démocratie s'établisse, et d'une certaine façon, l'apprentissage n'est jamais totalement acquis. Parce que l'ordre démocratique repose sur le respect des institutions, le respect de la loi, le respect de la légitimité que donne l'élection, le respect de la justice, le respect des valeurs collectives dans l'ordre privé. De sorte que si on veut savoir ce qu'est être démocrate, c'est créer et respecter des institutions démocratiques. Or, par nature, le citoyen est critique, ça va de soi. La critique des pratiques, la critique des hommes en charge des institutions est à la fois souhaitable et légitime, puisque c'est le signe même de la liberté politique. Et donc la critique qui est au cœur, qui est autant que le respect des institutions au cœur de l'ordre démocratique, peut se trouver en tension avec les institutions démocratiques. Au cœur de cette tension, il faut que le citoyen démocratique à la fois respecte les institutions et garde sa liberté de les critiquer. Or, il y aurait un risque de dérive si la critique aboutissait à remettre les institutions en tant que telles, c'est-à-dire les institutions elles-mêmes. La critique de ceux qui occupent les institutions et la critique de la manière dont elles fonctionnent est tout autant souhaitable que légitime. Si cette critique débouchait sur la remise en cause de l'institution par elle-même, là, on risquerait d'arriver à la corruption de l'ordre démocratique, puisque ce sont les institutions qui, en organisant la démocratie, lui donnent son véritable sens. Je peux le dire en un mot, il n'y a pas de liberté si elle n'est pas garantie par le droit, et évidemment le droit est au cœur des institutions, et l'état de droit sont au cœur des institutions démocratiques. Or, aujourd'hui, les citoyens des démocraties les plus stabilisées, sous l'effet de la liberté d'abord, sous l'effet des nouveaux moyens de communication, risquent d'être toujours plus enclins à critiquer la lenteur et le formalisme qui sont inhérents au fonctionnement des institutions. Les démocrates, par définition, citoyens critiques, et encore une fois, c'est dans la mesure où ils sont citoyens qu'ils sont et doivent être critiques, risquent aussi d'en venir à contester par-delà les institutions elles-mêmes le fait de l'institution et des normes qui lui sont liées. Alors, il est vrai que dans toute société humaine, les normes ne sont pas transmises telles quelles d'une génération à l'autre au cours du temps. Elles sont réinterprétées par les générations successives qui leur donnent un sens différent. Mais c'est pas ce à quoi je fais allusion dans cette formule. Je ne parle pas de la réinterprétation tout à fait naturelle, inévitable et souhaitable des normes au fur et à mesure que se développent les sociétés, mais je fais allusion à l'interrogation qu'on peut avoir sur un rapport nouveau et radicalement critique, non seulement au contenu des normes et au comportement de leurs responsables, mais à l'idée même de normes dans une société individualiste. La démocratie est réflexive en sens que ses membres n'admettent aucune norme sans l'avoir soumise à leur réflexion critique. Et donc, à partir de cette critique, encore une fois légitime, signe et condition de la liberté politique, il existe le risque qu'elle devienne excessive. Il faut donc, pour que la démocratie reste fidèle à elle-même, critiquer la critique, c'est-à-dire la relativiser et la conjuguer avec le respect des institutions qui sont légitimes dans la mesure où elles respectent les règles du droit et les règles de l'état de droit. Or, la possibilité des excès est liée au privilège que s'accordent les individus démocratiques à eux-mêmes à remettre en cause toutes les normes héritées du passé. La tradition n'offre pas de légitimité à nos sociétés.
Et donc, en soumettant à leur critique les normes et les institutions qui assurent une forme de permanence de l'ordre social par-delà le renouvellement des générations et le renouvellement des expériences, la démocratie pourrait alors cesser d'être réglée pour devenir extrême. Et alors, dans ce cas, on peut se demander si elle pourrait maintenir ce minimum de stabilité dans le temps que requiert toute organisation de la vie en commun, par-delà les émotions du moment, par-delà le renouvellement des générations. Car dans l'histoire, une société, pour exister, l'histoire l'a montré, doit assurer la transmission de valeurs communes qui lui donnent sa spécificité et son sens. Or, la société démocratique qui se veut et qui se pense autoconstituée a un problème structurel avec celui de la transmission. Je vais y revenir. Je vous ai parlé de l'autonomie, de la liberté. L'idée d'égalité, de son côté, risque de se corrompre et de sombrer dans la recherche non seulement de l'égalité, mais de l'identité de tous. L'autre ne serait pas seulement égal en dignité, il ne devrait pas seulement être civilement, juridiquement et politiquement égal aux autres, il devrait être semblable ou identique. La démocratie, donc, est organisée sur l'idée et la valeur de l'égalité des relations entre tous les membres de la collectivité. L'homo democraticus a aujourd'hui assez profondément intériorisé cette idée de l'égalité fondamentale de tous les individus, en sorte qu'il est tenté de juger que toute distinction ou même toute catégorisation est en tant que telle discriminatoire, que toute différence est inégalitaire et que toute inégalité est inéquitable. Et il y a là, c'est la description de ce qui pourrait être une dérive vers ce que j'ai appelé l'indistinction, qui serait la corruption, au sens Montesquieu, de l'égalité. Et l'interrogation est celle-ci, est-ce que la société des égaux, c'est-à-dire égaux en tant que sujet de droit, peut ne pas dériver vers la tentation de créer une société dissemblable. Si les citoyens sont égaux en dignité, s'ils disposent des mêmes droits civils, juridiques et politiques, ils ne sont pas pour autant semblables. Et on peut se demander si ce qu'on pourrait appeler, en paraphrasant Madame Ségolène Royal, la fascination de la semblablitude, au nom de l'égalité, ne serait pas une dérive qui menace nos démocraties. Alors, depuis les ouvrages de Veblen, écrits à la fin du XIXe siècle, la classe de loisirs d'Edmond Goblet à la fin des années 20, les sociologues ont justement insisté sur l'effort des individus pour se distinguer des autres et affirmer à leurs dépens la supériorité de leur propre statut social. Pierre Bourdieu a fait de la distinction le principe même de la vie des hommes en société, dont le souci premier serait de marquer la différence d'avec le vulgaire, en affirmant ainsi leur propre supériorité. Alors cette tradition sociologique qui analyse cette volonté de distinction dénonce plus ou moins explicitement une société qui reste effectivement inégale dans ses relations et dans ses pratiques, malgré la proclamation de l'égalité politique de ses membres. Or, cette recherche de la distinction, bien pointée par la tradition sociologique, existe justement parce que tous les individus sont formellement égaux. Dans un monde de statuts différents, elle n'a pas lieu d'être puisque la position de chacun est fixée une fois pour toutes par la naissance. Le monde de l'égalité démocratique dans lequel nous vivons, c'est celui de l'égalité des statuts, ou ce que dans la tradition marxiste on appelait l'égalité formelle, et en même temps une forme d'aspiration à l'égalité réelle, toujours pour adopter cette distinction classique
de la critique marxiste. C'est à l'intérieur de ce monde que se manifeste et prend sens la recherche passionnée des individus démocratiques de démontrer leur supériorité sociale et de ne pas sombrer dans l'indistinction, cette tentation de dérive propre à la démocratie. Alors, la passion de l'égalité, dont on ne fait que paraphraser Tocqueville quand on en parle, risque de remettre en cause la séparation des ordres, la séparation des personnes et la séparation des valeurs, ce principe de séparation qui est au principe de la démocratie. La démocratie repose sur l'idée de la séparation de la vie publique et de la vie privée, de l'État et de la société civile, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, du politique et du religieux, j'en ai déjà parlé, de l'institution et des titulaires des institutions. Au nom de l'égalité, on risque de dévier vers la confusion des ordres et vers l'indistinction des personnes et l'indistinction des valeurs. Je vais juste prendre quelques exemples de ces risques de déviation. Les premiers signes qui illustrent ces risques de dérive vers la confusion des ordres, nous en avons quelques exemples. Par exemple, dans la juridicisation croissante du politique et la politisation croissante du judiciaire. Dans la médiatisation des hommes politiques et de leurs familles, sur le modèle des héros de nos temps, c'est-à-dire les sportifs et les chanteurs. Or, la légitimité familiale appartient à la tradition monarchique. C'est dans l'ordre monarchique que la famille du roi fait partie du pouvoir. Dans l'ordre républicain, seule l'élection donne la légitimité, et donc la famille n'a pas de légitimité. Or, pas la peine de donner des exemples. Nous voyons, peut-être plus grave, l'expression plus affirmée, plus claire, des identités particulières, qu'elles soient religieuses ou ethniques, dans l'espace public. C'est-à-dire que ce grand principe de séparation du privé et du public est perpétuellement contesté. L'acquisition et la manipulation du pouvoir médiatique par les plus riches ou les plus puissants. De ce point de vue-là, Berlusconi est un exemple privilégié. On observe même l'intervention du judiciaire et du législatif dans l'ordre de la connaissance. Je suis toujours surprise que ce soit des juges ou des parlementaires ou des fonctionnaires de la recherche qui tranchent dans les débats historiques, alors qu'il me semble que c'est le travail des historiens, ou dans les débats scientifiques, il me semble que c'est le travail des hommes de science. Donc il y a là une indistinction croissante des ordres de la vie collective qui me paraît contraire à l'esprit du pluralisme démocratique. Je pense que Nathalie Hennig vous a donné, à propos de l'évolution de l'art contemporain, des exemples aussi de cette absence de frontières entre les différentes expressions artistiques, entre les différents milieux de l'art, qui sont une illustration de cette tentation vers l'indistinction des différents ordres et des différents domaines de la vie collective. Et si cette indistinction risque de déborder, c'est dans la mesure où la société démocratique se veut auto-constituée, qu'elle ne fonde sa légitimité ni sur un dieu, ni sur la tradition, ni sur la nature. Donc, elle entend instaurer un ordre humain autonome, fondé sur l'humanité elle-même. Et même ce qui paraissait le plus naturel est maintenant, comme vous le savez, contesté. Longtemps, le rapport entre les sexes et les générations, ainsi que l'origine ethnique, paraissait inscrit dans la nature biologique des êtres humains. On disait volontiers que le Parlement anglais pouvait tout faire, sauf changer un homme en femme, à moins que ce soit l'inverse. Je ne sais plus quelle est la formule. Ça paraissait, la différence de sexe paraissait une limite qui paraissait ou qui était considérée comme absolue. Aujourd'hui, ni le sexe, ni la génération, ni l'origine ethnique ne sont plus considérés comme naturels, comme allant de soi, comme le produit de la nature. Ils sont de plus en plus conçus
comme le fruit d'un choix libre. Au nom de l'égalité de tous, le passage d'un individu d'un sexe à l'autre est devenu un droit de l'homme. Le mariage peut unir deux personnes indépendamment de leur sexe biologique. Et des sociologues américains prônent que désormais, chaque Américain puisse choisir son groupe ethnique au nom de Post-Ethnic America. Ce qui paraît un petit peu difficile quand il dit que quelqu'un qui est considéré dans la vie sociale comme afro-américain pourrait décider d'appartenir au groupe ethnique des Irlandais, parce que dans toute ascendance d'un Américain, on trouve toujours un ancêtre irlandais qu'on peut donc choisir comme étant son ancêtre. Je ne sais pas si ça suffirait à régler le problème racial aux États-Unis, mais le fait même qu'on puisse imaginer, qu'un sociologue sérieux dans une grande université américaine puisse imaginer la chose montre bien la possibilité de l'absence de limite de reconnaissance de certaines données biologiques. Donc, il ne devient du coup pas impossible que par la contestation de toute espèce de limite, les démocrates passent de l'aspiration légitime à l'égalité des personnes à une indistinction dans laquelle aucune catégorie claire n'existerait plus pour guider et légitimer les comportements. Et évidemment, cette évolution, enfin les premiers signes qu'on peut voir de cette évolution nous poussent à poser la question: peut-on faire société, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire constituer un ensemble social humain sans partager une conception du monde et des relations entre les êtres humains, en négligeant les grands principes de la tradition qui, dans toutes les sociétés historiques connues, ont réglé la réciprocité, la parenté et l'alliance. Or, ces grands principes, la réciprocité, la parenté et l'alliance, sont aujourd'hui, enfin, on voit les premiers signes dans lesquels ils sont soumis à la critique. Je voudrais dire un mot sur le relativisme impliqué par les démocraties. Les démocrates sont par nature relativistes et la critique de la pensée essentialiste est au cœur aussi bien des sciences humaines que de la pensée démocratique. La distinction entre les divers ordres de la pensée ou de la société, c'est-à-dire l'opinion distingue du savoir, l'engagement distingue de la connaissance, l'intuition distingue de la démonstration, la politique de la religion, c'est la condition même à la fois de l'exercice de la raison et de la pratique démocratique. Mais si ce relativisme devenait absolu, s'il dominait les conceptions intellectuelles et morales des individus démocratiques, il n'y aurait alors plus de distinction entre la justice et l'équité, l'analyse de la société et l'engagement politique, la constatation des faits et le jugement de valeur. Le relativisme que nous partageons tous en tant que démocrates, en tant éventuellement que chercheurs, pourrait alors dériver vers ce qu'on peut appeler, à la suite de mon ami Selim Abou, le relativisme absolu, qui consiste à dire qu'on ne peut en aucune façon comprendre la société de l'autre, que toute société forme un tout qui n'est pas accessible à l'autre, et ainsi à négliger l'horizon de l'universalité dans les sociétés humaines. L'Homo democraticus est tenté de penser qu'il n'existe pas de jugements moraux universels, par-delà la relativité des cultures et de la connaissance. Il est tenté de négliger l'existence de vérités, sans doute provisoires et partielles, qu'apporte l'effort de connaissance, mais ces vérités qui sont les conditions du progrès de la raison et de l'humanité de l'homme. Il pourrait donc, au nom de la relativité des cultures, oublier l'horizon d'universel défini non pas par un contenu particulier, mais comme une référence et une idée régulatrice, comme l'est la raison elle-même. Il pourrait donc, il y a le risque qu'en tant qu'Homo democraticus, il néglige l'universel comme horizon naturel de la raison et comme principe régulateur qui préside à la comparaison des cultures et des relations interculturelles. Alors, s'il cédait à la tentation du relativisme absolu, l'Homo democraticus, on viendrait à confondre l'homme avec son destin social particulier en lui déniant
la capacité de ne pas être le simple produit de ses déterminations historiques, en refusant de lui reconnaître sa faculté d'autonomie, au moins relative, par rapport à la nature et à la société, en récusant sa liberté. L'homo democraticus est tenté de refuser l'idée du vrai, du beau, du juste, au nom de tout est relatif et tout le monde a le choix. Dans la mesure où nous avons tous un droit égal à dire le vrai, toute opinion vaudrait celle de tout autre individu. Et vous savez qu'on voit les premiers signes de l'opinion de chacun qui vaut celle du savant. Et donc, il y a le risque de l'homo democraticus que la validité de l'expérience, que la reconnaissance de l'effort de connaissance rationnelle soit contestée au nom de l'égalité fondamentale de tous. Et nos collègues scientifiques témoignent de l'irrationalité qui se développe et qui menace de remettre en cause les progrès même de la connaissance. Et Tocqueville l'avait déjà dit, dans la démocratie, tout est opinion. Étienne Klein avait raconté qu'un de ses étudiants lui avait dit « La théorie de la relativité, je ne la sens pas. » Et on lui a dit « Mais pourquoi ? Quels arguments ? Je ne la sens pas. » Et donc, ce qui était intéressant, non pas qu'il conteste une théorie scientifique, mais que ce ne soit pas au nom d'arguments rationnels, mais au nom de son sentiment et de son opinion, dont il jugeait spontanément qu'elles étaient dignes d'être prises en compte. Or, la société démocratique est fondée sur la séparation, encore une fois, des pouvoirs et la distinction des ordres. Il faut que le pouvoir ait le pouvoir, il faut que les ordres soient séparés, et en particulier la distinction de l'ordre politique et de l'ordre religieux est essentielle, même si la séparation s'accompagne nécessairement de dialogue et de collaboration entre l'État religieusement neutralisé, les églises et les groupes religieux. Toute confusion des ordres à laquelle tend au nom de l'égalité l'indistinction de la société, de la démocratie extrême, risque de remettre en question ces fondements de l'ordre politique. Il ne faut pas oublier que toute société, même démocratique, suppose une hiérarchie, qu'elle implique la division du travail et la différenciation des rôles pour organiser un pouvoir légitime, réglé par les lois, pour gérer les conflits inévitables de toute vie collective, conflits qui sont d'ailleurs souhaitables puisqu'ils manifestent la liberté des citoyens. Et le risque existe que, en refusant d'admettre les compétences acquises par le savoir, de considérer l'expérience des plus anciens, d'admettre la diversité, la différence des talents, la société démocratique devienne non seulement médiocre, mais contraire à ses propres aspirations de justice sociale. Alors, avant de conclure, il reste une dernière interrogation que je soumets à votre réflexion, à notre réflexion commune. L'utopie démocratique porte sur le monde concret, celui de l'expérience et du destin de chacun dans l'immédiat. Comment peut se maintenir une société sans transcendance commune, et là je prends le sens de transcendance au sens plein, si ses membres ne partagent pas une conception du monde et s'ils ne partagent pas les grandes valeurs qui organisent leur vie collective? S'il n'est fait appel ni à la providence, ni à une entité politique, ensemble d'institutions ou de systèmes de valeurs qui dépassent le quotidien, comment rendre légitimes les limites inévitables que la vie collective apporte à l'indépendance de chacun? Comment légitimer les dispositions qui assurent la solidarité entre tous? Comment justifier les contraintes de l'ordre social, la redistribution objective qu'assure la société providentielle, si un projet commun ne transcende pas l'expérience immédiate du quotidien? Si on ne fait pas référence à une forme de projet transcendantal, est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle faire société, ce qui implique à la fois de la contrainte et de la solidarité, ou en d'autres termes,
Comment assurer le lien social si après les religions, les valeurs sécularisées liées à l'idéal de la patrie ou l'idéal internationaliste du projet socialiste s'affaiblissent? Comment alors donner un sens au malheur de chacun et au mal dont les hommes et les sociétés ne peuvent manquer de faire l'expérience? C'est vraiment des questions. Je les laisse à votre réflexion parce que naturellement, je n'ai pas de réponse. Je conclus, enfin, je dis quelques phrases en conclusion et pour susciter vos réactions. Cette analyse ne doit pas nous faire céder à la tentation de revenir en arrière et de nourrir une nostalgie pour un âge d'or qui est parfaitement imaginaire du passé, d'un passé qui n'a existé que dans notre imagination. Ce mode de pensée ne peut être que réactionnaire au sens propre, et la pensée réactionnaire n'a jamais aidé à comprendre le monde dans lequel nous vivons et celui que nous construisons. Et donc, ce qu'il s'agit de penser aujourd'hui, ce n'est pas comment revenir à un âge d'or qui n'a pas existé, c'est comment on peut transmettre l'essentiel d'une culture commune tout en tenant compte de l'évolution de la société démocratique, de ses aspirations légitimes et sans oublier ses acquis incontestables. Alors, les dévoiements dont j'ai essayé de vous parler en évoquant quelques exemples concrets, ces dévoiements ne sont pas inscrits dans l'histoire et l'inquiétude qu'on peut nourrir sur la capacité des démocraties à contrôler des dérives possibles ne doivent pas nous faire oublier leurs qualités qui sont relatives naturellement, mais tout ce qui est humain est relatif et elles sont essentielles. C'est tout de même vers elles que votent en marchant les plus entreprenants des autres peuples, éventuellement en risquant leur vie et en la perdant souvent. Nous ne disposons pas d'autre idée pour organiser humainement les sociétés humaines. Il faut donc la critiquer. Il faut aussi critiquer notre critique et souligner qu'il s'agit de comprendre les risques de dévoiement pour qu'avec la volonté de tous et par la volonté de tous, les démocraties sachent y résister. Le destin humain n'est pas écrit d'avance et donc c'est à nous de lutter pour que la démocratie résiste à ses propres tentations ou à ses propres démons, ce que nourrissent à la fois ses manquements d'un côté, l'exagération de ses principes de l'autre, et qu'elle reste le régime politique, sans doute pas le plus exaltant, mais selon le mot de mon ami Besançon, le plus convenable. Il ne faudrait pas, je pense, que trop de démocratie en viennent à tuer la démocratie. Voilà, je vous remercie. Bien, merci, cher Dominique. Les habitudes qui ont été prises dans l'Agora de Savoir, c'est voilà, c'est une institution, c'est un référent objectif transcendant qu'il faut respecter. Consiste à inviter celui qui présente ou qui introduit le conférencier à jouer un peu le rôle de chauffeur de salle, d'animateur et de briser la glace qui s'installe toujours naturellement entre un conférencier et son public. Dans une salle aussi impressionnante. Donc cela m'invite à vous poser une première question avant de donner le micro ensuite à l'assistance. Cette question, elle est générale, mais je sais bien que les questions les plus générales sont toujours les plus embarrassantes. Donc je voudrais revenir sur cet esprit démocratique des lois que vous essayez que vous avez tenté de définir et avec beaucoup de force et de conviction. Si l'on vous suit bien, ça nous invite à nous, hommes démocratiques, hommes et femmes démocratiques qui vivons dans une société dite démocratique, donc à respecter l'intérêt général, l'intérêt public, les lois, les institutions qui les portent, autrement dit, tous ces référents objectifs sans le respect desquels nous sacrifierions sur l'autel de nos intérêts égoïstes ce vivre ensemble ou ce projet commun qui est cette espèce de transcendance qui a remplacé les dieux ou la nature qui autrefois servait de référent légitime et naturel. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que
cela vous fait de vous ce que dans le jargon de la philosophie politique on appelle une républicaine, par opposition aux libéraux. Et vous seriez une anti-libérale. Alors, et j'en profite pour vous poser une question un petit peu corollaire, parce que je voudrais connaître votre sentiment sur cette distinction qui peut-être n'a plus de pertinence aujourd'hui. C'est une distinction que l'on doit à Régis Debray, au début des années 90, qui lui avait proposé dans le prolongement de l'affaire du voile à l'école, dans une école de Créteil, dans le Val-de-Marne, entre républicains et démocrates. C'est-à-dire les républicains, ce sont ceux qui se réclament de cette conception étatiste, française, unilatérale de la démocratie, consistant à faire prévoir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Et les démocrates, qui se disaient avant-gardistes et qui regardaient les républicains comme archaïques, sont ceux au contraire qui privilégient une conception anglo-saxonne et de la démocratie consistant à faire au contraire prévaloir les intérêts particuliers, quitte à ce que l'État assure une régulation, mais très minimale. Alors, dans quel camp vous situez? Alors, est-ce que c'est dans le camp des républicains que vous vous situez, et est-ce que cette distinction est toujours pertinente? Voilà. Ouais, je crois. On entend là? Oui, on entend? Oui, on entend. Je pense que ce débat ouvert par Régis Debray repose sur des mots. En France, la démocratie est née sous forme républicaine puisqu'elle est née contre la monarchie. Donc on a appelé l'avènement de la démocratie, ce que Tocqueville appelle la démocratie, est née en France sur le thème de république parce qu'elle était contre le roi puis contre l'Empire. Et donc les républicains de la fin du 19e se définissaient par une forme particulière de la démocratie qui était une démocratie n'ayant pas adopté, étant née historiquement contre le pouvoir monarchique, ça n'avait pas plus de sens. Alors, la démocratie prend, selon l'histoire, selon la manière dont la modernité politique est née, selon ses rapports avec les pouvoirs traditionnels et avec les églises, des formes qui sont différentes. Et la forme, d'abord, anglo-saxon, c'est une idée française. Les Anglais, les Américains, c'est extrêmement différent. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien ou mal, je ne sais pas. Mais enfin, je veux dire, c'est deux traditions historiques qui sont différentes, même s'il y a évidemment des choses en commun. Mais si la tradition, il y a un livre très intéressant de Philippe Reynaud qui montre comment liberté et égalité ont des sens différents dans la tradition de langue anglaise, allemande et française. C'est-à-dire que ces grands principes prennent une forme historique, des formes concrètes, historiques différentes. Elles rentrent dans une tradition intellectuelle différente. Et moi, je pense que par-delà ça, j'essaye de voir ce qu'il y a de commun dans l'idée démocratique dans tous les cas. Sachant, pour prendre l'exemple de la séparation du politique et du religieux, le principe de séparation du politique et du religieux est absolu dans toutes les formes de démocratie, le principe étant... on est également citoyen, quelle que soit sa religion. Mais la forme de collaboration qui est impliquée par la séparation est très différente entre la laïcité française et In God We Trust aux États-Unis, où le candidat président doit expliquer quelle église il fréquente, peu importe laquelle, mais il faut qu'il en fréquente une. Bon, donc le mode de collaboration. Et donc, je crois qu'il faut faire la distinction entre les formes historiques que prennent les mêmes principes et ce qui est de l'ordre des principes. Pourquoi je pense que la position république, démocratie qu'a introduite Régis Debray dans le débat est simplement une façon à la mode de redire ce qu'on a toujours su, c'est qu'il y avait un citoyen à l'anglaise et un citoyen à la française, dont la tradition intellectuelle et historique était assez différente, mais qui avait aussi des principes communs. Et donc, à partir de là... comme je suis française, appelez-moi républicaine. Mais ça veut simplement dire que ma citoyenneté a été élaborée dans une certaine tradition intellectuelle et politique. Bien. En tout cas, c'est une distinction qu'il avait proposée et qui prétendait se substituer au clivage gauche-droite, puisque aussi bien dans les deux camps, il y aurait, d'après Régis Debray, des républicains et des démocrates. Mais qu'il y ait la distinction entre le citoyen anglais et le citoyen français, je veux dire, depuis Burke, tout le monde l'a dit, c'est-à-dire le citoyen anglais plus libéral avec moins d'intervention de l'État et le citoyen français plus unifié et centralisé et étatique. Je veux dire, c'est une banalité. Si on veut appeler l'un la démocratie et l'autre la République, alors c'est deux différents. Mais c'est deux modalités historiques d'une même idée fondamentale. Très bien. Donc, une distinction qui a fait son temps.
Alors maintenant, je vais peut-être... Non, mais qui n'est pas nouvelle, ça, oui. plutôt, je veux dire, enfin, qui est la forme, l'expression nouvelle d'une opposition sur laquelle il y a une très très grande littérature. Très bien. Vous avez signalé deux extrêmes potentiels. Bon, on sent bien que vous souhaitez que... vous voyez que la survie d'un régime démocratique serait d'éviter les deux Charybdes des Scylla. Donc, est-ce que vous voyez dans la vie des sociétés des indicateurs pertinents qui permettraient justement d'anticiper des risques de dérive dans un sens ou dans l'autre ? Je pense que les deux risques se conjuguent au même moment. C'est-à-dire que à la fois la société démocratique risque toujours de trahir ses propres principes et qu'elle continue à le faire. Je veux dire, combattre ses ennemis en employant les mêmes procédés que ses ennemis, c'est une forme de trahison et ça risque toujours d'exister. Et qu'il peut y avoir les deux en même temps qui peuvent se conjuguer. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a plus suffisamment du respect des lois et des institutions qui organisent la liberté. Ça, c'est ce que j'ai plus développé. Et ça peut se conjuguer avec, par ailleurs, des moyens de lutte contre tel ou tel danger qui font appel à des procédés qui sont des manquements à la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut en même temps être d'un individualisme non respectueux des lois et rester raciste à l'égard de telle ou telle population. C'est pas contradictoire, ça peut très bien se conjuguer. Et la démocratie est menacée en même temps, autant par l'un que par l'autre, et à différents moments, plus par l'un que par l'autre. Mais de l'être d'un côté n'empêche pas qu'elle le soit de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir le double phénomène, et que la Ligue de Crète. Des indicateurs... non, je ne vois pas, il faut faire l'analyse. C'est des conditions historiques, donc je ne crois pas que ça puisse se mesurer comme les indicateurs qui servent dans les enquêtes quantitatives. Ce n'est pas de cet ordre-là, il me semble. Tout au moins, ça supposerait une élaboration intellectuelle que je n'ai pas faite et qu'à ma connaissance, on n'a pas faite. Bonsoir et merci pour votre exposé, pour votre présentation. Vous avez beaucoup parlé effectivement de respect des institutions comme fondement en fait, de la réussite de la démocratie. Et parallèlement, vous avez ouvert un champ sur le manque de vision commune. Et effectivement, ça m'a interpellée puisque aujourd'hui, quand on parle d'institutions, on entend souvent derrière le mot institution le mot représentant. Et il y a un peu une crise de représentation, enfin il me semble en tout cas, si on regarde les niveaux d'abstention aux différentes élections, nationales et locales, peut-être dû à un manque de vision justement de ces représentants, un manque de vision politique. Et c'est peut-être, je pense, pour ça aussi qu'il y a un déficit de confiance et de respect des institutions. Et pour autant, j'aurais souhaité avoir votre avis sur le mouvement populaire qu'il y a eu à la suite des événements terroristes. Et donc ce mouvement populaire où il y a une vision, cette fois-ci, qui a été portée par la grande masse silencieuse. Et voilà, je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus, parce qu'effectivement, là, on n'était pas dans une vision politique, même s'il y a eu tout un tas de relais médiatiques, etc., qui se sont un peu appropriés et qu'il y a eu beaucoup de commentaires. De mon point de vue, tel que je l'ai perçu en tant que citoyen, oui. C'était qu'il y avait une vision tout simplement des citoyens, une vision de la masse silencieuse qui s'exprimait à travers cet événement. Voilà. Bon, alors, je suis contente que vous me permettiez de dire quelques mots sur, parmi les institutions, évidemment, les institutions politiques sont essentielles, puisque j'en ai parlé dans mon livre, je n'ai pas eu le temps d'en parler maintenant, puisque c'est les institutions politiques qui organisent justement la volonté commune dans une société autoconstituée qui, par conséquent, s'exprime à travers les institutions politiques. Et je suis de votre avis pour la première partie de votre intervention. Elles sont la condition, non peut-être pas de la réussite, comme vous dites, mais en tout cas de l'existence même de la démocratie. Et c'est vrai que d'après les sondages, vous savez quelles sont les institutions qui sont adoptées, qui recueillent le score le plus favorable
dans la société française, c'est les hôpitaux, 2, la police. Et en dernier, les partis politiques qui sont à 6 ou 7%, je crois, la police est à plus de 75%. Donc, c'est dire que l'image médiatique ne correspond pas à celle qu'on a quand on interroge un échantillon représentatif de la population. Mais en tout cas, les partis politiques sont très très bas et les institutions politiques sont très bas. Et c'est effectivement un grand problème, puisque les institutions politiques sont celles qui ont la légitimité de la contrainte sur la société. Et c'est vrai que le niveau d'abstention et encore plus le manque de confiance qui est porté aux institutions et à ceux qui les portent est un risque de dévoiement et de corruption qui est très important. Alors, sur la deuxième partie de votre réflexion, c'est-à-dire la manifestation du 11 janvier, c'était une manifestation qui a été ensuite réappropriée, mais ça c'est la loi politique, mais qui n'a pas été organisée par les politiques. Ça a été une manifestation qui a été spontanée. Je peux vous donner le témoignage que j'ai pris l'autobus le 38, le 7 janvier à 6 heures, qui était plein de monde, qui allait à la République. À 6 heures, vous savez à quelle heure a eu les événements, donc c'était absolument pas organisé. Donc ça a été vraiment un mouvement tout à fait spontané, et je crois que ça a été un mouvement qui, contrairement à ce qui circule actuellement, n'a pas du tout été hostile à aucun secteur de la population. Pour parler clair, n'a été absolument pas islamophobe, comme on le dit. Les enquêtes après ont constaté qu'il n'y avait aucune montée de tous les indicateurs de relation à l'islam, aux populations musulmanes, etc. Ça n'a pas été ça. Je pense que ça a été aussi une manifestation, je pense comme vous, ça a été une manifestation assez spontanée de citoyenneté gauche et droite, mais il ne faut pas non plus refuser de voir que certains groupes de la population n'étaient pas là. L'extrême gauche n'était guère là, l'extrême droite n'était pas là, beaucoup de musulmans n'étaient pas là. Donc c'était un mouvement citoyen, mais qui correspondait à, en gros, les électeurs de l'UMP républicaine et du PS avant son extrême gauche, avant l'extrême gauche du PS. Tirons-en les conclusions mais qui ait eu un mouvement spontané d'expression. Mais c'est assez frappant aussi les dimanches d'une grande élection, un dimanche d'une élection présidentielle, on sent l'atmosphère d'attente collective. Il y a une atmosphère... Je ne peux pas témoigner pour Montpellier, mais je peux dire Paris, on sent... C'est un moment où la communauté des citoyens prend une espèce de conscience de son provisoire... De son existence. Et pour compléter là-dessus, quand Montesquieu dit que pour la République, il faut continuellement avoir le souci du bien public, il est dans l'abstraction et dans l'idéal ou dans l'idée. Il est clair qu'on vit quotidiennement sans avoir continuellement. Mais ce qui est grave, c'est le moment où plus personne n'a à aucun moment le sens de l'intérêt public. C'est ça qui est concrètement peut devenir un risque sérieux de corruption. Avant de donner la parole à monsieur qui la réclame, je rebondis sur ce que vous dites sur les dimanches. Oui. Alors, ça veut dire que vous seriez hostile à la démocratie électronique qui permettrait à chacun, depuis son domicile, de voter en un clic, puisqu'il n'y aurait plus justement cette espèce d'institutionnalisation. Le dimanche électoral, c'est un petit peu la messe des citoyens, en quelque sorte. Même si ce n'est pas chaque semaine. Mais je suis contre les machines et contre le vote électronique, parce que je crois que c'est un moment de conscience collective très très rare, puisque les citoyens c'est une abstraction, mais qui a ce moment des votes importants, parce que les votes pas importants, les régionales ou les européennes, rien. Mais quand les moments, je me souviens de certains dimanches où il y a une espèce de conscience qui à ce moment-là se manifeste de torpeur, et on attend les résultats. Et on attend les résultats. Et que l'on a parfois. Alors évidemment, on a aussi quelquefois ça pour les grands matchs de foot. Donc
je le reconnais. On a la communauté des citoyens qui s'intéressent au foot qui est assez nombreuse. Donc il n'y a pas que ça. Mais à ce moment-là, je pense qu'il serait très très dommage de le... Bon, enfin, on le sait, il y a eu des travaux des historiens qui ont montré comment le déroulement du vote a emprunté au déroulement de la messe, enfin, l'urne, enfin, etc. Et l'isoloir, c'est comme le confessionnal. Voilà, enfin, il y a un emprunt au rituel religieux transféré qui me paraît nécessaire. Les sociétés ont besoin de rituels. Oui, excusez-moi, j'avais plusieurs questions, mais d'abord, j'aimerais réagir sur une phrase que vous venez de prononcer. Qui est celle de dire qu'à cette manifestation, tous les musulmans n'étaient pas là. Excusez-moi, mais il me semble que lorsqu'on est citoyen, c'est peut-être pas marqué sur notre visage qu'on est musulman ou qu'on ne l'est pas, ou qu'on est d'une toute autre confession. Je ne sais pas si vous comprenez exactement le sens de ce que j'aimerais vous dire, mais je comprends très bien. Voilà. Est-ce que vous diriez pas de ici... statistiques ethniques. Non, pas seulement de statistiques ethniques, c'est-à-dire dans cette manifestation qui regroupait beaucoup de gens, et pareil pour l'extrême gauche, beaucoup de gens qui y sont allés, mais pas forcément avec le drapeau de l'extrême gauche, mais sur le coup de l'émotion, mais qui ne voulaient peut-être pas être récupérés aussi. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se jouaient à ce niveau-là, et les citoyens qui s'y sont rendus, musulmans ou pas. Enfin, je trouvais assez... moi, je suis heurtée parce que est-ce que vous diriez qu'ici, est-ce que pas beaucoup de musulmans sont venus ce soir? Voilà. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit sur le visage. Et pour le coup, en étant une, je suis assez... voilà. Mais passons. Ma question, c'était plutôt l'idée que la démocratie porte en elle une ambition de justice sociale. J'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce que c'est toujours vrai, en dehors du fait que ça puisse être aussi les dévoiements qui fassent que la justice sociale ne soit pas appliquée. Mais il ne me semblait pas que c'était dans le projet démocratique un des fondements principaux. Et ensuite, lorsque vous avez dit qu'il n'existait pas d'autres sociétés plus égalitaires, ou du moins que les inégalités n'étaient jamais aussi basses que dans les sociétés démocratiques, j'aimerais savoir exactement sur quoi vous vous basez et avec quelle profondeur historique est-ce que vous pouvez affirmer une telle chose. J'avoue que, en étant préhistorienne, j'avoue que cette idée placée là d'un coup comme un constat, m'étonne un peu. C'est tout. Mais sinon, merci pour votre conférence. Bon, alors je vais essayer de répondre aux différents points que vous avez abordés. Ce qu'on a dit sur une partie de la population musulmane ne repose pas ni sur ma perception, j'étais pas d'ailleurs sur ma perception, mais sur toute une série de témoignages qui ont été donnés sur des quartiers où c'est une population majoritaire, sur des témoignages des professeurs dans des quartiers où la proportion de population issue de l'immigration est concentrée, qui n'ont pas voulu participer à ce sentiment pour des raisons variées. Alors, si vous voulez, c'est une approximation. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse et je peux pas donner des chiffres. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que en aucune façon, ça n'était une manifestation anti-islam ou anti-musulman. C'est ça qui était. Il y avait évidemment certainement des musulmans, mais il semble, d'après les témoignages divers qu'on a pu avoir, mais je reconnais que c'est une approximation et qu'il faut tout de même réfléchir au problème quand on a l'impression que tout le monde était là, vous voyez. Quand tout le monde est là, bon, il y a certains qui n'étaient pas là, ce qui est normal. Encore une fois, c'est le signe de la liberté politique qu'il n'y ait pas d'unanimité. L'unanimité, de toute façon, est extrêmement suspecte. Il faut toujours se méfier de l'unanimité. C'est toujours... Forcément, cette partie de la population n'était pas là, qu'elle soit ethniquement marquée parce qu'il existe des ghettos, ça c'est un fait. Mais dans la population qui a manifesté, je pense que toutes les composantes de la population étaient là et que ça a été souligné par d'autres qui voulaient peut-être y voir l'aspect plus positif, qui est indéniable aussi. Alors qu'on met en avant le côté, et je ne veux pas faire ni dans l'angélisme ni quoi que ce soit, mais estimer que
la population musulmane n'était pas là. Je trouve ça extrêmement Je crois que je n'ai pas dit la population musulmane. Que tous les musulmans n'étaient pas là, mais voilà. tous les chrétiens n'étaient pas là, tous les juifs n'étaient pas là, tous les athées non plus. Sinon, on n'aurait même pas pu les amener là. Voilà. Et, nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Mais c'est surtout cette injonction faite à... Justement, si on est citoyen, a priori, on ne peut pas voir sur la tête de quelqu'un, sur un citoyen en tous les cas, quand il vient manifester, surtout sur le coup d'une émotion vive, de son affiliation ethnique ou religieuse. Bon. Non, mais je crois que... Je pense pas que vous n'essentialisiez pas la population musulmane. Mais le constat que vous faisiez, bon, qui n'est pas le vôtre, en fait, dont vous faisiez l'écho, c'est pas personnel. Ça repose. Alors, je mets des guillemets un peu comme sur un sondage sorti des urnes. C'est-à-dire que les gens ont été interrogés justement au lendemain, et pas seulement au lendemain immédiat, mais dans les semaines qui ont suivi la manifestation du 11 janvier, les gens ont été interrogés par des sociologues, et les personnes qui ont été interrogées ont répondu à des questions en disant, voilà, je suis de confession musulmane et je ne me considère pas comme étant particulièrement concerné par cette manifestation, ou je suis de tel milieu social, je me sens relégué et je considère que cette espèce d'hystérie émotionnelle n'est pas du tout le reflet d'une unanimité, mais au contraire renvoie à une sorte de monopolisation de ce qu'on appelle l'esprit du 11 janvier par ceux qui ont pas beaucoup de besoins, pas beaucoup de revendications à émettre au niveau social. Je veux dire que des questions ont été posées. C'est-à-dire que les musulmans, entre guillemets, évidemment, ça n'est pas affiché sur leur front, mais ce sont des gens qui ont été questionnés par des sociologues, qui ont fait des enquêtes de terrain, un petit peu comme les journalistes font des sondages sortis des urnes. Et ces sociologues, alors je pense par exemple à Emmanuel Todd, essentiellement, c'est celui qui s'est le plus manifesté. Lui, il ne fait pas d'enquête, voilà. Il a des affirmations. Oui. Mais il fait pas mais alors en plus il se réclame de Max Weber. Il ne fait pas d'enquête pour autant. Mais je veux dire par là qu'il n'y a pas d'essentialisation, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes de terrain qui ont été faites. Oui. Alors il y avait un autre point, comment est-ce que je peux dire que c'est les situations moins inégalitaires? Je pensais simplement aux sociétés historiques connues, si vous voulez. C'est-à-dire que les sociétés démocratiques sont une exception dans le temps et dans l'histoire. Elles ont une histoire très courte. Et elle couvre un espace limité. Et dans les autres types de sociétés, les autres types de sociétés sont des sociétés de statuts différents. Et les statuts différents font que les inégalités sont à la fois plus grandes et reconnues. Alors, les sociétés démocratiques, en tous les cas jusqu'à une date très récente, n'ont cessé de diminuer les inégalités et elles sont moins fortes du fait du même statut. Alors, bien sûr, il y a toujours la tension entre l'égalité des statuts, disons formels, pour reprendre le terme marxiste, et la réalité des inégalités économiques et sociales. Et ça, c'est un problème des démocraties, mais c'est un problème des démocraties dans la mesure où elles veulent établir l'égalité. Et il ne faut pas oublier que même avec les... Alors, ça dépend des pays, lisez Piketty, mais enfin, c'est très discuté. Et puis, ça dépend des pays, et puis elles ont des sens différents. Mais de toute façon, par rapport aux autres types de sociétés, elles sont moins inégalitaires que les autres. Et elles objectivement moins inégalitaires, et elles se caractérisent par l'aspiration à l'égalité. Alors, pour la justice sociale, c'est compris dans le projet de l'émancipation démocratique, de l'émancipation républicaine. C'est-à-dire que l'idée c'était qu'un être humain naissant dans une certaine condition était conditionné par cette condition pour le reste de sa vie. Et donc, l'idée républicaine ou démocratique, c'est l'idée de pouvoir arracher à cette détermination l'individu pour qu'il trouve dans la société ce qui est juste pour lui et qui n'est pas déterminé par son lieu de naissance. Et donc c'est un projet de justice sociale dans le sens de la reconnaissance de l'individu indépendamment de la nécessité ou son lieu de naissance, à laquelle son lieu de naissance pourrait le condamner. C'est dans ce sens-là que c'est un projet de justice sociale. Oui, je crois que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'idée de la démocratie. Donc, c'est une très bonne idée.
Et comme justement... On n'en a pas d'autres, surtout. Oui, enfin, il y en a d'autres, mais je crois que c'est une très bonne idée. Et de même façon que les capitalistes ont toujours dit que le communisme, c'est une très bonne idée, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Et c'est vrai que justement, enfin, les gens des gauches disent toujours, enfin, le capitalisme ne marche pas. En fait, le capitalisme marche très bien pour les personnes pour qui le capitalisme marche bien. Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. La question qui m'intéresse, je suis d'accord avec vous qu'il puisse exister quelque chose qu'on peut appeler l'intérêt public, le reste public, si vous voulez. Le problème arrive quand qui décide ce que c'est le reste public et comment est-ce qu'on décide ce que c'est ce reste public. Parce que quand vous avez parlé justement de tous ces gens qui disent en Angleterre ou aux États-Unis « not in my own backyard », ces gens-là ne sont pas des pauvres, hein. Ce sont les riches. Dès qu'on commence à parler de reste public, et donc ce sont les riches qui doivent payer ça, non, pas chez moi. Et donc ça, c'est sur le plan économique, je crois que ça, c'est le champ de l'économie. Sur l'autre phase, qui est plutôt idéologique et politique, et ce n'est pas une critique de vous, mais vous avez utilisé un langage qui me choque de plus en plus, c'est que qui décide qui sont les extrémistes? Parce que vous avez parlé de l'extrême droite, de l'extrême gauche, et donc ça suppose qu'il y a quelque chose au milieu. Et donc, qui sont les gens qui décident ce que c'est ce centre? Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de pouvoir. Quand on dit que vous êtes un extrémiste, c'est déjà une critique. Hein. On va pas vraiment ça vous... Pour qui? Pour certains, non? Oui, non, mais c'est exactement ma question. Donc, on est au cœur, justement, pour résumer, c'est qu'est-ce que c'est le reste public et comment est-ce qu'on le décide? Parce que ça, c'est vraiment, on est au cœur de comment dire, des tensions inhérentes à l'ordre démocratique. Oui, pour le moindre dire, il y a un rapport de force qui est très, très important. Et parce que ça revient aussi à cette question des inégalités, parce que là, c'est là où je ne suis pas d'accord que vous avez justement les différences formelles, par exemple dans un État féodal au Moyen-Âge, et donc c'est avéré. Là, je ne sais pas sur quoi vous basez, mais donc à Londres, par exemple, les écarts sont immenses maintenant. Donc il y a beaucoup plus d'écarts dans un pays, la première démocratie de la monde, du monde, si vous voulez, qu'au Moyen-Âge. Économique et social. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas des différences de statut, c'est des différences de ressources économiques. Et on ne peut pas assimiler les unes aux autres. Là, je ne suis pas d'accord, parce que là, excusez-moi, parce que là, c'est exactement ça, parce que quand vous dites que c'est faux, ça, c'est aussi une question de pouvoir. Qui dit ça? Qui dit que ça, c'est formel, et donc ça, ça, c'est plus important. Maintenant, on a effacé toutes ces différences, mais tout ce qui est économique, nous espérons bien qu'on va aller tous ensemble également. Mais en fait, quand vous voyez le nombre de milliardaires qui vivent à Londres, l'économie que de Londres, et les contrats de 0 heure et tout ça, c'est très, très pratique parce que pour les politiciens, un citoyen ou un sociologue, un citoyen peut être une abstraction, mais un citoyen, c'est une personne avec une vie, avec des espérances. Et c'est ça qui me dérange un peu dans le discours. Mais la différence, elle est analytique, je veux dire. C'est pas moi qui le décide. Objectivement, il y a l'égalité de statut politique ou de statut juridique. Puis il y a le problème de cette contradiction, de cette tension continue entre l'égalité formelle d'un côté et les inégalités économiques de l'autre. Et donc, il y a un moment donné où nous, démocrates, nous avons... et vous en êtes un bon exemple, on trouve que les inégalités économiques remettent en cause l'égalité formelle. C'est-à-dire que l'égalité formelle suppose que les inégalités réelles, c'est-à-dire les inégalités économiques, ne soient pas trop fortes. C'est l'idée qui est au fondement de l'État-providence. L'État-providence essaye de faire que, par-delà les inégalités économiques, il n'y ait pas des différences telles qu'on soit citoyen autrement à cause des raisons économiques. Mais ces deux ordres, c'est pas moi qui le décide, c'est un fait qu'il y a d'un côté le juridique et d'autre part la condition économique et que nous pouvons rationnellement poser
la question du rapport entre les deux. Pendant tout le 19e siècle, on a dit les gens trop pauvres ne peuvent pas être citoyens. Et d'une certaine façon, on a raison, c'est vrai. Mais c'est quand même pas la même chose. Mais le citoyen formel ne prend un sens réel que si on assure la dignité de sa condition économique. C'est-à-dire qu'une condition économique assurant la dignité et la condition de l'exercice de la citoyenneté. Et c'était bien l'ambition de l'État-providentiel, de l'État-providence, c'est-à-dire de donner, d'accepter le fait des inégalités, mais d'assurer le minimum de dignité nécessaire pour exercer effectivement ses droits de citoyen. Mais il y a toujours ce problème de relation entre les deux. Mais on ne peut pas dire pour autant que les différences économiques très grandes soient l'équivalent des différences de statut. C'est un autre principe de différenciation. Il faut garder la différence, ne fût-ce que pour poser le rapport entre les deux, qui est essentiel. Alors attendez, ça c'était votre deuxième réflexion. Du coup, entre-temps, j'ai oublié la première, qui touchait un peu au même problème, parce qu'elle touchait en fait... C'était en fait le même problème. C'était le problème entre l'abstraction de l'idée du citoyen et la réalité sociale. Et je crois que vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit très, très rapidement, parce que de toute façon, en 60 minutes, on ne peut pas faire d'analyse complète de la société démocratique. Mais ce rapport entre l'égalité formelle et la réalité des inégalités est au cœur des tensions de la société démocratique. Ça, j'en suis entièrement d'accord. Et elle s'exprime à des moments historiques de façon différente et de façon plus ou moins criante ou qui nous paraissent plus ou moins scandaleuses. Elles nous paraissent plus scandaleuses que dans le passé, parce que nous avons plus intériorisé les valeurs démocratiques. Donc nous sommes beaucoup plus sensibles aux inégalités que des générations précédentes, pour lesquelles c'était normal, si vous voulez. Donc il y a la réalité objective et il y a la conscience que nous en prenons. Les deux varient selon les moments et d'ailleurs selon les pays, parce que nous ne sommes pas choqués par les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent et nous sommes choqués quand c'est un PDG en France. Bon, pour les mêmes sommes. C'est comme ça. Voilà, nous avons des sensibilités différentes parce que nous avons une idée différente de la justice sociale et que le footballeur, tout le monde peut le devenir. Le PDG, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Enfin bon, il y a des tas d'explications pour lesquelles on peut donner. Mais je crois que ce que vous avez pointé, c'est le problème central que pose la contradiction entre l'égalité formelle et les réalités économiques, et les réalités de conditions économiques. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Dans le cadre républicain, et également en Europe, on constate qu'il y a une montée de l'extrême droite. Pensez-vous que cela puisse être un danger pour la démocratie ? Je suis un de vos anciens étudiants. Je suis fils de républicains espagnols. Et il y a un livre qui vient de paraître qui s'intitule « La guerre d'Espagne ne fait que commencer ». Qu'en pensez-vous ? Que vous répondre, je ne sais pas. Je pense que pour l'instant, le parti d'extrême droite en France a secoué la scène politique et l'a rendue beaucoup plus difficile à gérer. Je pense qu'un certain nombre de points du programme d'extrême droite sont anti-républicains, sont contraires aux valeurs républicaines, mais la nouvelle présidente est en train de les gommer autant qu'elle peut. Je ne peux pas vous dire, l'histoire est ouverte, c'est-à-dire qu'il est possible que si elle arrive à collaborer à un gouvernement, elle se mette à faire comme tout le monde, c'est-à-dire que ses troupes veulent être ministres et du coup rabattent beaucoup de leurs opinions. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, ils sont en train de ressortir le droit du sol, de la remise en cause du droit du sol, qui est un thème qui revient, que dans la commission de la nationalité de 86-87, on avait expliqué qu'il était à la fois anti-républicain, absurde et impossible. Bon, on recommence 30 ou 40 ans après. Voilà. Je n'ai pas bien de réponse, j'en suis désolée. Merci beaucoup Dominique Schnapper. Merci également à Alexandre Viala.